Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Mesdames, messieurs, Saïd, comme où que vous soyez, donc un grand bonjour et mes meilleurs vœux à tous les Algériens, où qu'ils soient sur la planète, mais aussi à tout le monde musulman. Donc ravi de vous servir ce matin, donc première émission après ce mois sacré de Ramadan qui nous a unis dans la fraternité, dans la joie et aussi dans l'esprit de partage et de solidarité. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau cycle à l'approche de l'été. Donc le programme va en changeant. Donc aujourd'hui déjà, nous allons parler de la mer. Mais de quelle manière, vous me direz? Nous parlerons du mois du patrimoine et à cette occasion, gros plan sur une institution culturelle qui n'est pas très connue. Il s'agit du Musée national maritime d'Alger, donc qui ouvre ses portes quotidiennement à l'occasion du mois du patrimoine, c'est-à-dire du 18 avril jusqu'au 18 mai prochain. Donc aujourd'hui, nous parlerons du programme de cette institution culturelle dont la vocation est de restituer l'histoire de la marine algérienne, mais aussi la vie de l'homme depuis ses premiers contacts avec la mer. Voilà qui est dit par rapport à l'une des thématiques retenues pour ce matin, mais aussi nous parlerons de chant lyrique dans cette émission, puisque nous recevons Mohamed Yassine Yahyaoui, qui est chanteur lyrique, qui enseigne aussi ce chant en particulier, qui se produit assez souvent sur nos scènes. Aujourd'hui, il se prépare pour un beau voyage vers Moscou à l'occasion d'une très belle compétition qui fait que l'Algérie participe, représentant tout le monde arabe, justement à l'occasion de ce festival dont on parlera avec lui tout à l'heure, mais on parlera aussi de l'apprentissage de cette musique en particulier. Alors dans cette émission, nous sommes dimanche, n'oublions pas. Alors tous les dimanches, nous recevons nos amis de l'équipe, en l'occurrence Aïda Mechri pour le coin psychologie. Elle nous parlera justement de cette occasion très particulière qu'est l'Aïd dans la cohésion sociale, aussi dans la transmission au sein de la famille. Et puis nous aurons l'occasion de retrouver Jawdet Gessouma pour les bonnes feuilles. Lui aujourd'hui a choisi de mettre en relief deux auteurs, Khaled Naili mais aussi Abou Samra le Palestinien, mais également deux événements qui réunissent les amoureux du livre, deux salons en l'occurrence, celui de Chlef, le salon du livre Hassiba Ben Bouali, mais aussi le salon de Tunis où Jawdet a participé justement à l'occasion d'une très belle rencontre autour de l'art contemporain. Nous aurons l'occasion aussi de retrouver Yezid Ayt Mahieddine pour ses coups de gueule et ses coups de cœur. Il nous mettra certainement en valeur des événements qui ont marqué cette semaine. Et puis, bien sûr, Mariam Saïd nous parlera des vertus des plantes, comme d'accoutumé. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite un bon départ avec nous pour cette émission. Et bien sûr, le départ se fera avec Amal Laribi tout au début, bien sûr, avec un point météo. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Saïd Kamel. Bonjour Radia, Saïd également. Oui, ravie de te retrouver après. Oui, des retrouvailles. Après quelques jours seulement. Oui. Une semaine s'est écoulée depuis notre dernière rencontre. Ça et puis je vous retrouve en forme, ça fait plaisir. Donc voilà, le mois de Ramadan qui est quand même qui est agréable mais aussi fatigant. Donc il a eu son incidence, mais pas sur vous. Non, du tout, non. Sur moi, oui. C'était agréable. Ah oui? Bah oui, je vous retrouve en super forme, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne veille pas, c'est ça l'astuce. Ah ben voilà. C'est que je ne veille pas. Il fallait me la dire au début. Il fallait me la donner l'astuce tout au début du mois. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, Amel, et ravie également de retrouver tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Donc bonjour d'Algérie. Plusieurs thématiques, belles thématiques vous attendent. Mais avant, voici venir les nouvelles du ciel. Et c'est parti, merci. Merci Radia. Bonjour à tous, c'est bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura un temps dégagé à partiellement valide, pratiquement l'ensemble des régions côtières. Par contre, les régions intérieures et le
haut plateau. On aura quelques passages nuageux qui seront parfois accompagnés de quelques pluies orageuses vers les hauts plateaux de l'ouest et l'est. Des foyers orageux également sur le haut plateau du centre. La moitié sud, eh bien, le ciel restera le plus souvent voilé tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Hégard, le Tassil avec une tendance orageuse. Quelques pluies prévues, pouvant être prévues vers le nord Sahara, également la Saoura, avec toujours des foyers orageux. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent et à noter des sements de sable, cette fois-ci vers le Sahara central, le nord Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par endroits. Le maximum 31 degrés à Relizane, 28 Lemsen Tizi Ouzou, 26 degrés à Oran, 24 à Alger, à Naba, 25 Sétif Djelfa, 27 à Batna, 23 degrés à Al-Bayod. Au sud, eh bien, on relèvera 31 degrés Biskra Gardaïa Tamanrasset, 32 à Béchar, 34 Ilizi, également Janet, 35 degrés à Tindouf, 36 à Drarin Salah, 37 à Borj Bedjimourta et le maximum cette fois-ci à Ingezam avec 39 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée, à calme sur toutes les côtes algériennes avec des vents variables, des vents qui varient entre 10 et 20 km/h des côtes ouest, centre et est du pays. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers le continent africain, mais plus le sud de l'Afrique, avec des passages nuageux qui peuvent engendrer quelques pluies à Abuja, à Abidjan, également Antananarivo et le Cap, des passages nuageux à Lusaka et Kinshasa, des pluies assez marquées vers Addis Abeba et Nairobi. Côté Mercure, on relèvera 16 degrés seulement vers le Cap, 27 à Antananarivo, 22 à Nairobi, 23 à Addis Abeba, 33 à Bangui, 34 à Abuja et également vers Kinshasa en passant par les 33 degrés à Bangui. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel, C'est moi pour qui toutes ces vous remercie. précisions. Je vous souhaite une agréable journée. Excellente journée En également. tout cas, merci de m'avoir permis de réviser un petit peu ma géographie africaine. Ah bon? Oui, le continent africain. On varie un peu les continents, c'est bien. Oui. Voilà, le continent chaud qui reçoit beaucoup de pluie, j'ai remarqué, c'est Oui, bien. c'est la saison, oui, pour eux. C'est bien. C'est, comme on dit, c'est presque la saison de l'hiver. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr, tout dépend de notre position par Voilà, rapport, exactement. oui, par rapport au, comment on appelle ça? L'équateur, non. L'équateur, oui. L'équateur, c'est ça. La ligne du milieu, c'est l'équateur, L'équateur. effectivement. En tout cas, on est bien positionné. On a la Oui. chance d'avoir le meilleur climat. Donc, Exactement. profitez-en où On a que les vous 4 soyez. saisons. Absolument. Profitez-en, profitez de cette belle journée qui s'annonce du côté d'Alger ou ailleurs. Donc, on est ravis de vous servir jusqu'à 9h30 ce matin. Donc, on reprend les anciens horaires, vous l'aurez remarqué. Et aujourd'hui, donc, par contre, on ne déroge pas à la tradition de vous offrir une chanson. Et c'est Hamza Namira donc, qui ouvre le bal avec ce très beau cover de Al-Haj El-Hajmi Gerwabi, Allô Allô. وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك جوزي للقصبة الو 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 وش حالك يا حومة بابا الو 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 وش راهي بحذاك القبة وش روحة لوليد فلان قولي له راني في غربة من وحشو شعلت نيران من وحشو شعلت نيران
وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك راني نستنى الو 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 هذه الغربة طالت عنا الو 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 متمنى نشوف ذيك الجنة باب الوادي كثير المحال البير ما بغى يعيط لنا ضرب النحو بقى غفلان ضرب النحو بقى غفلان وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان Et oui, Jazair Zint El Buldan, et chanté par la bouche d'un Égyptien, c'est quand même très valorisant. Donc Hamza Namira qui reprend énormément de chansons de notre patrimoine de si belle manière. Donc on est toujours ravis de le mettre en avant. Donc ravi également de vous servir, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Je vous avais promis de belles thématiques. Entre autres, nous recevons aujourd'hui parmi nos invités d'honneur de cette matinale. Donc Mohamed Yassine Yahyaoui, bienvenue. Bonjour, sabaha alaikum. Ça va? Très bien, merci beaucoup. On va très tôt. Hein. Ça va, c'est le début déjà. Oui, c'est le début après Ramadan, donc le rythme diffère quand même. Mais en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. C'est avec plaisir. Voilà, on a des petites annonces. On va parler aussi de chant lyrique avec vous, puisque vous êtes parmi les plus belles voix actuelles dans ce style et ce genre musical. On est ravis de vous recevoir ce matin. Marhaba bik. Plaisir pour moi. Voilà, Sahaïdek. Et Sahaïd, la famille Yahyaoui. Voilà. C'est très gentil. Sahaïdek et Aïda également. Ça va? Super bien, alhamdoulilah. Moi, je vais bien profiter. Voilà. Ah, oui. Un bon chant, un échange. Voilà, oui. La festivité, Inch'Allah, l'Aïd et Juz Sahaoul Hana. Et justement, voilà, vous avez mis le doigt dessus. Donc, on parle de l'Aïd ce matin avec vous. On parle aussi de son incidence sur la famille, sur cette cohésion familiale, sur cet échange qui favorise justement la transmission de nos traditions, nos us et coutumes, n'est-ce pas? Pas que ça, pas que ça. Les rituels sont très très importants. Il y a quelque chose de transmis d'une génération à une autre, dans tout ce qui est tenu, les gâteaux, les rituels aussi, l'échange, tout ça. Mais il y a une partie très importante qu'il faut vraiment préserver, c'est la partie plaisir. Aujourd'hui, si on construit un tout petit peu les rituels dans l'anxiété, il faut faire vite, il faut être à l'heure, voilà, il ne faut pas casser, il ne faut pas permettre aux enfants de salir un peu leurs vêtements, on étouffe un tout petit peu tout ce qui est joie et transmission, et puis on laisse la partie la plus importante qui est ces sentiments, voilà, l'affect qui nourrit un tout petit peu l'événement lui-même. Fêter l'Aïd, peut-être pour des familles c'est très important, et puis ils ont la joie de recevoir les petits-enfants, des portes ouvertes, et puis la joie de nourrir un peu tout le monde, de partager les gâteaux. Pour d'autres, non, c'est une porte un peu serrée, pour ne pas dire fermée, et puis ils ont la lourdeur de pouvoir vraiment permettre à leurs enfants de toucher à d'autres copains dans la rue, d'échanger avec... Alors que c'est ça, en fait, c'est la fête des enfants par excellence. Voilà. Hein, vous vous rappelez un petit peu de votre enfance? C'est sûr. Donc l'Aïd, c'est toujours le grand partage, c'est vraiment le moment convivial avec la famille. C'est là où on rencontre toute la fratrie, tous les cousins et cousines aussi. C'est le courant des gens qui viennent, les retrouvailles, des gens qu'on ne peut pas voir toute l'année. Donc c'est ça, je vois. Oui. Mais c'est vrai qu'on a cette joie de recevoir de nouveaux habits, je pense qu'en des Algériens, on doit, même si on ne peut pas préserver les mêmes rituels, mais on doit au moins trouver des alternatives, d'autres rituels qui font plaisir et
Voilà. qui viennent pour... Qui puissent aller dans le même Exactement. sens, effectivement. Hein. Donc voilà, donc c'est important donc, de préserver ce rituel, hein, Aïda. C'est très important aussi de trouver les modalités qui peuvent vraiment trouver un compromis, une liberté, quelque chose qui peut permettre à ces familles de pouvoir vivre la dynamique dans l'échange et puis la rencontre, dans le don, dans le reçu. C'est ce qui nourrit la sociabilité chez l'enfant. Et puis c'est important de souligner quelque chose de très très important. La fête pour les enfants, c'est une manière et c'est des exercices d'identification. C'est des exercices aussi d'imitation. Comment les enfants ils vont comprendre que c'est l'Aïd. C'est une manière d'imiter les adultes, de s'asseoir comme eux, de s'habiller comme eux, de prendre les gâteaux, de respecter un tout petit peu. Et puis c'est important de dire à ses parents, à ces adultes qui les entourent, qui sont en train de nous observer. Ils sont en train de suivre nos chemins pour le transmettre un jour. Et puis c'est important de leur permettre vraiment de s'inscrire et de les écouter. C'est aujourd'hui, si on passe un tout petit peu à côté de cet échange extraordinaire, peu sont les expériences qui vont nous le permettre. Ce n'est pas comme à l'école, ce n'est pas comme vraiment dans les activités sportives ou culturelles, c'est vraiment très particulier, c'est religieux, c'est une transmission à part entière, c'est un amour à part entière, c'est quelque chose qu'on peut vraiment leur inculquer, mais aussi leur permettre de vivre et de goûter à ça, qui reste vraiment le vrai bagage de l'âme. Et puis c'est ce qui peut nourrir un peu nos enfants dans les journées où on ne sera pas là, dans les journées où ils vont échanger avec d'autres cultures, d'autres personnes, etc., quand ils vont grandir. Mais c'est vrai que ces souvenirs restent immuables. Absolument, pour ma part, ils sont encore vivants, ils sont vivaces, et j'ai encore le souvenir de mes parents qui nous sortaient tous pendant l'Aïd, on s'amusait, ou ils nous laissaient aller au cinéma. Par exemple, il y avait des séances cinéma pour les enfants et on profitait, c'était magique d'aller voir. Aussi, voilà, sans les adultes, juste les enfants, c'était particulier. Je reviens un peu à ces objets, à ces jouets, c'est offrir et recevoir des petits cadeaux qui étaient un peu très simples, mais qui nous permettaient quand même de courir. De passer une bonne journée. Ben voilà, je crois que il faut faire la part des choses. Comment aujourd'hui on peut offrir à nos enfants et leur permettre de vivre un tout petit peu la joie. Il y en a ceux qui privilègent un peu les anniversaires. C'est convivial, c'est petit, dans leur cocon familial, ils peuvent fêter autour d'une tarte un anniversaire, mais l'élargir vers deux fêtes très importantes, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, c'est quelque chose qui va nourrir nos enfants de l'intérieur. Comment le partager avec la famille nucléaire, les amis, mais aussi la famille élargie, comment le vivre avec tout le peuple. Oui. C'est dans la télé, dans l'échange, à la radio, c'est des images qui nous parlent. Pourquoi priver les enfants? Pas seulement les enfants, les adultes aussi. Il y en a ceux qui se privent de le vivre. Oui, qui le vivent peut-être pas comme il se devrait, comme il se doit. Donc c'est vrai que dans certains pays, la fête est grandiose et donc voilà, toutes les fêtes sont une opportunité pour vivre des moments de joie et voilà, profiter justement d'éliminer tout le stress du travail, le stress du quotidien. Et ce sont de très belles occasions pour éliminer toute tristesse. Ça fera un peuple beau et les moments de deuil et très joyeux aussi. et très épanoui. Les moments de deuil aussi. Aujourd'hui, si on parle de l'Aïd, c'est peut-être joyeux quand on l'apporte comme ça pour des familles. Il y en a d'autres, surtout pour les familles déchirées, surtout là où ils ont perdu des personnes chères. C'est important de pouvoir placer des mots, de pouvoir permettre à nos enfants de parler, de dire, de partager, de sentir la présence de l'autre, de visiter, d'avoir cette image. Mais chacun va trouver le compromis de parler de ces personnes proches, très chères, qui nous ont quittés. Mais l'Aïd, c'est comme le mois sacré. C'est une table avec des chaises vides, peut-être des assiettes vides, mais aussi, voilà, je crois que c'est très très difficile. Mais aussi, c'est une manière de travailler aussi le deuil, de permettre de dire les choses, de les faire sortir, de ne pas rester dans tout ce qui peut nuire un tout petit peu à cette joie. Une déprime, une tristesse, une angoisse, quelque chose qui n'a plus du goût. On a comme des mamans qui ne retrouvent plus le goût d'offrir à leurs enfants, aux personnes qui les entourent, des pères qui n'ont plus la force de conduire la voiture et puis de visiter un peu les montagnes et de revenir sur les pas de l'enfance. Il y a quelque chose chez nous, adultes, qu'il faut qu'on le travaille et puis qu'on fasse un tout petit peu cette partie
partie deuil, cette partie tristesse, qu'on plie un peu la page pour permettre à nos enfants, pour permettre aux gens qui nous entourent aussi, de goûter et de vivre un peu ces moments qui restent clés. Il faut saisir ces moments pour faire la force de changer et puis de sortir un peu du gouffre et puis de changer. Je trouve aussi que la vie, les circonstances, aussi donc la situation en général, la situation économique, même la complexité de la vie, vous voulez dire. Oui, surtout la vie de la ville, surtout la capitale ou les grandes villes. Si on voit sur les petits villages, et je pense qu'à ma connaissance, ils gardent quand même des rituels, mais à la ville, on doit avoir une adaptation, comme vous dites vraiment, c'est tellement pertinent. On doit trouver une façon pour fêter l'Eid, même pas que l'Eid al-Fitr, même l'Eid al-Adha, d'une façon, on s'adapte, on doit s'adapter. Et ça me permet justement d'avoir une pensée particulière pour toutes ces associations qui ont très bien travaillé durant ce mois de Ramadan et qui continuent de le faire pendant l'Eid, en soutenant justement toutes les personnes dans le besoin, mais aussi en offrant de la joie, de la présence aussi à ces dames qui sont dans les hospices pour personnes âgées, et aussi les malades qui sont dans les hôpitaux. Les associations font un travail incroyable et bravo, chapeau bas à tous les bénévoles qui se sont déployés dans les hôpitaux pour offrir ces moments de joie face justement à ces maladies qui perturbent l'enfance. Moi, j'ai vu des personnes qui ont travaillé pratiquement pour offrir des cadeaux, pour revenir un tout petit peu pour nourrir la table de Ma'idat Ramadan, pour vraiment la fête de l'Khitana, la circoncision. Oui, c'était des fêtes aussi, un partage extraordinaire. Les tenues pour l'Aïd, il y avait un échange et un recueil. Je crois que voilà, de plus en plus, on a cette force de la société civile qui s'enchaîne pour pouvoir vraiment trouver les formules et puis toucher les familles, les orphelins, de vraiment créer les événements autour de ces tables, autour de ces familles qui sont extraordinaires. Moi, je crois que, si vous me permettez, je puisse ouvrir une parenthèse, pourquoi ne pas s'inscrire aussi, pour sensibiliser un peu les parents qui se déchirent, les personnes, enfin, les couples, les parents divorcés qui privent un peu leurs enfants d'une visite, d'une joie, d'un échange, d'un câlin. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment suivre un peu le cheminement et cette force de joie et de bonheur en tant que musulmans pour qu'on puisse permettre à ces enfants qui n'ont pas vu leur père, n'ont pas vu leur maman, et puis qu'ils puissent avoir ces droits de visite et puis ces rencontres, ces belles rencontres, parce que l'Aïd reste un événement sacré. Un événement familial. Familial qu'il faut vraiment le saisir et puis vivre un tout petit peu l'échange dans la sérénité, dans l'amour, dans la joie. Et ça, ce n'est pas pour les adultes, c'est pour l'enfant lui-même, pour sa personne, son bon développement, pour qu'il puisse vraiment acquérir quelque chose qui est plutôt du rituel. C'est culturel, c'est religieux, mais aussi le développement affectif pour la personne. L'enfant, si on reste dans la psychologie, ça nourrit énormément. Ce sont ces petits actes qui vont leur permettre d'avoir un moi solide, un équilibre, un échange, un regard, une estime pour l'autre, estime pour les deux parents, parce que ça reste l'histoire des deux. Ça nourrit énormément. Et puis voilà, la colère, et puis là, vaut mieux passer l'éponge et puis essayer de simplifier les choses quand c'est des occasions comme ça. Absolument, absolument. Oui, c'est la vraie richesse pour les individus qu'il faut vraiment, vraiment saisir aujourd'hui. Inch'Allah, merci infiniment Aïda. Donc justement, parmi parmi les personnes qui donnent énormément durant les fêtes, ce sont les artistes et voilà. Et Mohamed Yassine Yahyaoui ici présent, du haut de son jeune âge, il est très jeune, il est encore étudiant en pharmacie, il n'a pas encore fini, mais déjà il s'implique dans la transmission de la musique et de l'enseignement de la musique, n'est-ce pas ? Exactement, donc tout d'abord je reste toujours enseignant, toujours étudiant, donc j'apprends toujours, mais j'essaie quand même de vulgariser, de partager cette passion que j'ai, donc exactement le chant lyrique, la musique classique, et à travers des activités, à travers des rencontres, à travers des
des galas de musique. Donc ça reste un élément fondamental pour construire aussi soi-même, construire sa passion et encore voir large en ce qui concerne. Un enfant qui pratique un art, donc, est un enfant plus ou moins épanoui. Ça aide énormément dans la construction de la personnalité de l'enfant, de pratiquer une discipline artistique. Vous avez opté très tôt pour la musique classique et le chant lyrique. Vous avez été orienté quelque part par des personnes qu'on peut citer aujourd'hui quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, tout d'abord, donc à mon jeune âge, donc j'avais un peu l'opportunité de vivre dans une famille un peu, donc dans une famille cultivée, donc qui a toujours valorisé l'art. Des mélomanes. Oui, donc il a valorisé aussi la science. Et voilà, j'ai mon oncle qui est poète, j'ai Allah yarhamou, c'est le shaïr Aïchi Hiyaoui. J'ai mon oncle aussi, Khali, qui est aussi pianiste. Et en chemin faisant, j'étais en terminale, je pense, et je vois une annonce sur la radio qui dit voilà, c'est la chorale de la chaîne 3 qui ouvre ses portes. Donc, je suis venu avec ma mère. Et je suis venu pour faire des déclamations de poèmes, pas pour chanter. D'accord. Et je vois le grand Hakim Mdani au piano pour faire le casting. Et voilà. La tentation était au rendez-vous. J'ai connu la musique avec Hakim Mdani, que je le remercie beaucoup. Vraiment, c'est un grand monsieur. Et après, je me suis intéressé plus au chant lyrique. Je me suis intégré à l'Institut régional de formation musicale, classe de chant classique chez Madame Tatiana Saouli, qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup formé, qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Excellente pédagogue pour ce qui relève de la musique classique. Exactement, elle a formé pour le moment une dizaine de chanteurs lyriques depuis les années 80 qui sont un peu dans le monde, au Canada, en Russie. Donc, oui, c'est dire un petit peu, voilà, c'est mettre en relief aussi cet apport de la part de Tatiana Saouli, donc qu'on salue si elle nous regarde ce matin, peut-être qu'elle aura envie de voir son élève, et donc on lui dit Saïdkoum, et justement elle a mis le pied à l'étrier pour Hiyaoui, et du coup petit à petit la carrière a été entamée, lancée, et donc vous vous retrouvez aujourd'hui au sein d'une formation au niveau de l'Opéra d'Alger en qualité de soliste. Exactement, donc c'est plus une pratique, donc soutenue et mise en avant par le maestro Lotfi Saïdi, que j'ai commencé à monter sur scène avec lui depuis 2021. C'est une belle opportunité et aussi une opportunité formante. Donc maintenant, j'ai eu l'occasion de chanter à l'ouverture du Festival international de la musique symphonique avec Nour Kef, Yamina, on était déjà passé chez vous à Radia. Oui, absolument, vous avez reçu. Et voilà, donc en faisant des masterclass aussi à l'opéra. Donc depuis février, on a eu Cette année, vous avez eu droit à deux grands ténors italiens qui sont venus. On a eu des masterclass avec. Et j'ai aussi la formation avec M. Zoher Mazari au Conservatoire d'Alger, qui est aussi de notre même génération et qui est vraiment une personne qui valorise les artistes. Lui-même, il est très jeune. Il a appris aux côtés d'un grand maestro. Donc, Amin Kouider a été son mentor pendant des années. Même le grand Aziz Hamouli. Tout à fait, Aziz Hamouli, Allah yarhamou. Et donc, c'est vrai que ça lui a ouvert une voie. Il est devenu chef de chœur. Exactement. Et bien sûr, il a offert lui-même l'opportunité à de jeunes chanteurs pour avoir justement une présence au sein de la chorale, mais aussi d'émerger en tant que soliste dans des spectacles. Soit dans le style classique, même dans tout ce qui est patrimoine. Donc, on voit une richesse, on voit une agrégation comme ça dans
dans la société, même dans le courant, dans le courant artistique, on voit qu'il y a vraiment plusieurs. Vous sentez, quand vous êtes sur scène, vous sentez qu'il y a intérêt pour cette musique en Oui, particulier? oui, oui. Il y a un public qui a été fidélisé depuis des années. Exactement. Donc à l'opéra, je sens que et c'est ça qui me pousse encore à faire découvrir le public des choses plus belles et se performer, travailler sur soi pour leur montrer, voilà. Vous êtes ténor? Oui, je suis ténor. Parmi les ténors de ce monde, lequel vous préférez le plus? De ce monde, je dirais. Celui qui vous a le plus marqué, qui vous a un petit peu donné envie d'aller plus c'est loin. Luciano Pavarotti. Pavarotti, incontournable. On va demander à Aïda aussi, qui est son préféré. Sans hésitation. Sans hésitation. Voilà, c'était. Allez, on va vous voir sur scène un petit instant et on revient. Eh ben bravo, on a envie de se joindre à ce public. On parlait à l'instant justement de ce public. On voit à quel point il est réactif avec vous. Je me souviens particulièrement, je pense que c'était au mois de février. C'était un spectacle classique, sans occasion, dans l'Opéra d'Alger. Et c'est pour la première fois que j'ai chanté le Brindisi, le Traviata de Verdi. Et voilà, je me souviens, tout le monde a aimé. Tout le monde aime ce morceau. Oui, hein. oui. Et surtout les encouragements après le spectacle, on voit les encouragements des gens qui viennent pour soutenir. On est content d'avoir des Algériens qui chantent le lyrique et tout. Et tout ça, c'est des qui dansent un peu de valse. Oui. pas très prudent, la danse de valse n'était pas très. Vous avez quand même eu le courage de faire quelques petits pas. C'était très beau à voir en tout cas. Oui. Voilà. Donc maintenant, je vois que c'est important cette diversification d'intérêts, de styles qui émerge en Algérie, parce que c'est en fin de compte, c'est le mélange qui fait agrandir ou qui fait pousser de nouvelles choses. Absolument, oui. Et ça crée de la richesse. Exactement. Ça crée aussi des opportunités de fusion et de collaboration. Et surtout sortir de ce que j'appelle moi la musique de consommation. Donc on a la musique consommable, c'est comme les plats. Aujourd'hui on a tacos, demain on va burger, demain on verra quelque chose d'autre. C'est bien éphémère. Diversifié, effectivement. Je veux dire que la musique de consommation, c'est éphémère, mais il faut toujours, pour les gens qui sont engagés dans l'art, il faut toujours revenir pour marquer les activités culturelles qui sont plus ou moins fondamentales, qui sont plus ou moins culturelles. Plus que voilà. Oui. En tout cas, vous vous embarquez dans quelques jours en binôme avec Ahmed, qu'on a reçu il y a quelques jours, justement, un autre chanteur de la même génération, qui est encore étudiant, mais qui va représenter l'Algérie, et vous l'accompagnez justement. Il vous a choisi en tant que binôme pour l'accompagner à cette manifestation. On peut en parler aussi? Bien sûr. Donc Ahmed, c'est un ami, c'est un grand ami. On s'est connu à la chorale, déjà de Hakim Dani depuis 2018. D'accord. C'est une amitié qui remonte à loin. Exactement. On a travaillé, on a eu presque le même parcours.
Ah, bah super. Ouais. C'est la chanson napolitaine. C'était au festival. Voilà, C'était les images du un autre festival. duo, là c'était avec qui? C'est avec toujours Yamin La El-Kef, même soprano. interprète. Oui, oui. C'était le 15 octobre, Festival international de musique symphonique à l'Opéra d'Alger. Solo Mio, reprise donc par votre duo, c'est Oui, pas oui, mal. c'est le milieu. C'est le premier duo qu'on a monté, Nour et moi. Donc, je me souviens, je reviens à Ahmed. Donc, je vous ai dit, on a eu presque le même parcours. On a fait la chorale Mdani. Après, on a fait le tour des chorales d'Alger, des chœurs d'Alger. Et enfin, on a directement l'IRFM, l'Institut régional de formation musicale, où on a commencé l'expérience. Et voilà, on a participé tous les trois, moi et Ahmed et Nour, dans un concours russe dans un festival qui s'appelle Road to Yalta. Donc voilà, il y a toutes les nationalités qui viennent pour chanter des chansons russes à sa langue propre. D'accord. Et voilà, Ahmed a été Sélectionné, auditionné, retenu. puis sélectionné parmi un grand nombre de Exactement, chanteurs. donc Ahmed ou bien aussi l'Algérie va être le seul pays africain et arabe qui va participer dans la festivité de Road to Yalta. Donc mardi, Inch'Allah, on y sera à Moscou pour on va aussi concourir. Donc il y a toujours Bonne chance en tout cas. Voilà, on vous souhaite bon vent pour cette expérience nouvelle. merci. Donc c'est très bien. Et puis vous verrez un petit peu la J'espère place rouge. Et vous ferez un Oui, peu de oui. tourisme aussi. Vous découvrirez Moscou. Extraordinaire. C'est extra. En tout cas, voilà, c'est valorisant pour la jeunesse algérienne d'avoir des représentants du monde arabe justement à cette manifestation, parce que vous êtes les seuls arabes à prendre part à ce concours. Et on est ravis vraiment de vous encourager à travers notre émission. Et puis voilà, on le disait au téléphone hier, on parlait, et vous me disiez, voilà, c'est un petit peu comme la cuisine aussi. Oui. C'est un petit peu comme la cuisine, donc on consomme différemment tel plat et tel plat et tel plat. Et c'est ainsi que se développent aussi, comme des champignons, les chorales en Algérie. Oui. Moi, je vois que le mouvement de chorale est un mouvement fondateur de l'artiste en général. On a la majorité des artistes algériens, surtout dans ce qui concerne la musique ou le chant, qui ont fait des passages de chorale incontournables. Je citerai avec le temps, je citerai donc chronologiquement les grands chœurs d'Alger qui existaient autrefois, avec le grand Rabh Qadim, Allah yarhamou, Aziz Hamouli. Et maintenant, à Alger, même toute l'Algérie, on a quand même des collectifs, des chorales qui naissent, qui commencent à travailler, qui essayent. Et voilà, je pense qu'il y a un travail de soutien pour les soutenir, surtout en ce qui concerne la formation. Aussi, on a un problème de lieu, donc, où ils vont faire leur répétition, lieu de répétition. Exactement. Et je vois que les connexions ou bien des rencontres entre chorales de différentes régions d'Algérie est une action fondamentale qu'il faut vraiment mener. Les chorales, c'est quoi la chorale? Donc, c'est un sport collectif, donc c'est comme les sports collectifs, c'est enrichissant. On chante les différents chants polyphoniques de tous les pays, donc ça nous sert Ça fait voyager. Ça fait voyager. Je me souviens Hakim Mdani, quand on commençait le spectacle, il dit accrochez vos ceintures, on va en Pérou, on va à Cuba. C'était ça, c'est ça un peu le concept. À Alger, maintenant on a presque quatre chorales qui sont plus ou moins en activité, en action. Et d'autres wilayas, on peut citer dans l'Algérie entière, on a presque environ maximum une vingtaine de chorales, en comptant celles qui commencent à naître. C'est un beau florilège et vous avez le mérite d'être parmi les meilleurs, celles qui sont en tête de classement en tout cas, celles qui sont le plus en vogue, la chorale d'Alger et puis aussi la chorale polyphonique de... Il y a aussi la chorale Naram qui est... Donc, qui a toute une histoire derrière elle, effectivement. Il y a la chorale polyphonique d'Alger qui aussi travaille des œuvres aussi classiques et importantes.
Oui, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup Mohamed Yassine Yahyaoui pour cette participation Avec en ce plaisir. premier jour qui suit l'Aïd el-Fitr. Donc, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses, entre autres une bonne chance au concours qui vous attend et puis une bonne continuation à ce beau Je vous parcours. remercie Radia, c'est très gentil. Merci infiniment. Et une agréable Merci. semaine. Tout Bon le plaisir courage. est pour nous. Donc, merci aussi à Aïda qui était avec nous ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une agréable matinée, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent ce matin et qui ont vraiment profité de ces bons gâteaux, de ces bons mets de l'Aïd. On continue encore de donner envie aux plus gourmands avec ce portrait dressé par Afaf Belouchet, celui d'un pâtissier qui vit en France, à Paris. Tout au long du mois béni, Walid, diplôme d'un master stratégie marketing et business développement en poche, a respecté le même rituel qui commençait dans la cuisine du 213 Store. Et pour cause, il devait préparer du qalbelouz frais au quotidien en choisissant méticuleusement sa semoule. Pour voir voilà, si elle correspond bien au toucher. Puis là, je vais mettre mon sucre. Le qalbelouz, on peut travailler avec plusieurs semoules, enfin la moyenne et la grosse principalement. Et chacun en fait le travaille à sa manière. Moi aujourd'hui j'aime bien la moyenne, c'est vrai que j'aime bien en fait, j'essaie de travailler sur le côté léger du qalbelouz. Le qalbelouz pour moi c'est un gâteau voilà, iconique et quelque part je lui rends hommage ici avec ce travail. Mais ce que j'aimerais retravailler, en tout cas moi je le revisite à la manière dont je l'aime, c'est quand il est plus léger et quand il est moins sucré. Même précaution au sujet de l'eau de fleur d'oranger qu'il veille à doser avec subtilité. Chacun va mettre son niveau en fait, de fleur d'oranger. Il y en a qui aiment vraiment le parfum de la fleur d'oranger, qui aiment la sentir à pleine bouche, quoi. Moi par exemple j'aime pas trop, je préfère que c'est un peu plus subtil. La fleur d'oranger j'aime bien le goût à l'arrière-goût, mais je veux pas que ça prenne le dessus. D'autant plus que d'autres saveurs vont venir lui disputer les palais et c'est toute l'originalité de ce qalbelouz que Walid revisite et décline sous une multitude de parfums, une aventure gustative qu'il a débutée il y a 3 ans. C'était ma soeur qui voulait du qalbelouz et j'ai voulu en fait le revisiter. J'ai vu pas mal d'ingrédients autour de moi et je me suis dit j'ai envie de faire un pomme caramélisé. C'était le premier que j'ai voulu faire et pour rigoler ma soeur m'a dit que ça s'appellera un crumble-louz et du coup j'ai fait ça a beaucoup plu tout de suite et après je me suis amusé à faire d'autres goûts. Un crumble-louz, mais aussi un pistache-louz ou encore un délicieux rosé-louz. Pour ce natif d'Alger, chaque pièce doit être une œuvre d'art qui véhicule l'élégance de Noumaïdet et au-delà. J'adore le ramadan en fait, moi c'est surtout un hommage aussi au ramadan, cette période qui nous rassemble tous et c'est ça les valeurs vraiment que je prône et j'ai voulu en fait donner ma touche pendant cette période à ce gâteau iconique. Rien d'étonnant donc que le Benna, marque de ce qalbelouz créatif, ait rencontré autant de succès. Un succès qui a poussé cet autodidacte chef pâtissier à troquer son costume de comité manager contre son tablier de cuisine. Et l'idée est de mettre cette pâtisserie algérienne par excellence à l'honneur tout au long de l'année. Voilà des mets et des gâteaux qui nous donnent toujours l'eau à la bouche. C'était un reportage signé Afaf Belouchet qui nous permet aussi de parler d'un lieu, voilà, c'est une belle transition pour parler de celui qui a servi, qui a abrité de grands fours à l'époque coloniale, mais qui a toute une histoire qui remonte au 19e siècle. On va en parler ce matin avec la directrice justement de ce temple culturel qu'on appelle le Musée national maritime d'Alger. Bienvenue donc à Amel Mokrani, directrice de ce musée. Bienvenue. C'est musée public ou musée national? Musée public national. Voilà. Oui, Bienvenue, exact. on est ravis de vous recevoir. Merci pour l'invitation. صحايدكم كل عام وانتم بخير قبل العام الجاي ان شاء الله. Inch'Allah, العام الجاي إن شاء الله يلقانا بصحة ولهنا. Et on est ravis aujourd'hui de parler de cette institution culturelle qui n'est pas très connue finalement, donc qui a de plus en plus connue certes, mais elle gagnerait encore à avoir un peu de lumière sur elle. Donc voilà, il s'agit d'un musée qui met en relief l'histoire de la marine algérienne et l'histoire aussi de la vie de l'homme depuis ses premiers contacts avec la mer, n'est-ce pas? Oui. C'est la vocation première de ce musée. L'Algérie est riche d'une côte de 1600 km et cette côte a permis à l'homme algérien depuis toute son histoire, depuis son existence, de produire un patrimoine qui est là et dont se charge le musée maritime. Donc nous avons cette noble mission
d'identifier ce patrimoine maritime, de le conserver, de l'intégrer dans ce musée et de le faire connaître et le valoriser. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, on va dire où il se trouve. Il est à la Basse Casbah, donc c'est au cœur d'Alger. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont les voûtes, ou ce qu'on appelle la voûte Khaireddin, qui abrite ce lieu magique chargé d'histoire. Moi je dirais qu'il y a à la Basse Casbah, dans la partie de la Casbah qui tranche la mer, absolument, qui entre dans la mer, qui est entourée de mer et qui a permis à Al Jazeera d'avoir son premier port. Alors on connaît son histoire. C'est Khaireddin qui a qui a décidé de bâtir cette jetée, de relier le rocher qui abritait la forteresse du Pénon à la Casbah. Donc il y a eu la jetée. Cette jetée a permis à Al Jazeera d'avoir une darse, un bassin qui a permis aux navires d'arriver. Et plus tard, on abrite cette darse par un monument majestueux très haut qui allait permettre à ce bassin d'être protégé du vent du Nord. Et donc ce monument est la voûte Khaireddin aujourd'hui qui abrite notre musée. Absolument. Voilà. Donc c'est tout un ensemble. Il y a donc on a tout un florilège de petits bâtiments donc qui remontent à l'ère ottomane, l'ère de la régence d'Alger. Donc on se situe à peu près au XVIIe, XVIIIe siècle et XIXe siècle. À partir du début du VIe siècle. Donc on fait bâtir cette jetée et ensuite on renforce ce qu'on appelle le mol. On le renforce de monuments défensifs, à caractère défensif. On les connaît aujourd'hui, ils sont très documentés. On a la voûte Khaireddin, le Burj Al Asrmol, Burj Al Fnar, Burj Sardine, Burj Mabin, et beaucoup d'autres voûtes qui servaient et de fortifier ce mol, mais aussi de défendre, d'abriter aussi cette richesse. Voilà. Cette communauté de Riès donc avait pour quartier général cet endroit, donc la Taïfa, on les appelait comme ça. La Taïfa de Riès avait pour base pour bâtir ses stratégies, pour recevoir aussi les navires, pour aussi traiter de façon administrative tous les revenus issus de la mer dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, ce complexe, cette amirauté abrite un complexe architectural très riche, qui est pas très connu, mais qui est très riche et qui est encore en très très bon état. Absolument, voilà. Absolument. En tout cas, c'est le musée public national maritime qui veille au grain pour traduire toute cette connaissance de notre patrimoine subaquatique et aussi, qui est aussi matériel et visible. Alors oui, quand on dit patrimoine maritime, on a ce patrimoine cet héritage qu'on voit sur la côte algérienne, mais aussi qui est enfoui sous l'eau, qui est immergé, qui est bien protégé sous l'eau et qui révèle un pan de notre histoire qui revient à la haute antiquité. Donc il y a des épaves de toutes les périodes qui sont sous l'eau et qui ont des histoires à raconter. Oui. Absolument. Donc c'est bien d'avoir comme ça la transition par le biais du musée pour raconter ces belles histoires. En tout cas, le mois du patrimoine vient de s'ouvrir et bien sûr avec l'avènement du mois du patrimoine, toutes les institutions culturelles proposent des programmes. Qu'en est-il justement du musée public national maritime? Alors, la nouveauté, c'est que le musée maritime pour le mois du patrimoine est ouvert tous les jours. Du 18 avril au 18 mai, nous pouvons recevoir le public. Ils sont invités à venir voir notre exposition permanente, mais aussi nous organisons des expositions temporaires et aussi des événements. Alors des événements qui vont... Nous en avons 4. Chaque semaine, nous avons un événement. Cette semaine, jeudi 27, on organise un hommage à toute la production culturelle qui a été produite par Momo, Hamoud Brahimi. Hamoud Brahimi, donc le poète de la Casbah. Exactement, exactement. Il a eu un lien particulier avec le mol. Il a été l'homme poisson, il a détenu le record de plongée en apnée.
Et il s'est toujours inspiré de la Casbah. Oui. Il a vécu toute sa vie. Il est né et mort à la Voilà, Casbah. c'est vrai donc, que beaucoup de personnes connaissent le poète, mais ne connaissent pas l'autre facette de ce poète de la Casbah, celui du plongeur. Et il allait justement vers la Boutrerdine pour il plonger. allait à la pointe de l'amirauté Oui. et il plongeait. Et alors, c'est M. Ammar Belkhouja qui raconte, il paraît qu'il plongeait et les habitants de la Casbah venaient le voir. Il paraît que c'était un grand spectacle. Donc, il venait, on savait d'où il plongeait, mais on ne savait jamais d'où il allait sortir. Ressortir. Et comme son apnée, sa capacité d'être sous l'eau était assez longue, il avait atteint les 5 minutes, il avait dépassé les 5 minutes, donc on attendait sa sortie. C'était un moment magique. Un moment magique qui Voilà. allait se produire. Et c'est tellement beau de rappeler cette belle histoire. Donc ce sera jeudi à partir de quelle heure? De 10h, il y a Ammar Belkhouja qui présente sa biographie, un peu toutes ses facettes, tout ce qu'il a produit, et aussi sa fille, Douja, qui va déclamer ses poèmes. Voilà, il y a une déclamation poétique de Douja Safi, mais aussi d'autres poètes qui ont tenu à participer à l'événement, n'est-ce pas? Exact. Il y a son fils aussi qui va assister, qui est virtuose de la musique andalouse. Il y a ses amis, ses proches amis qui ont été invités, qui vont témoigner de certaines histoires de Himoud Brahimi. Ah, ça me tente personnellement et j'espère qu'ils seront nombreux à suivre justement l'élan de Ammar Belkhouja, mais aussi le musée qui offre cette opportunité, en tout cas au public, de connaître un peu plus Momo. Et donc c'est jeudi 27 en matinée, vous disiez. Matinée, à Très partir bien. de 10h. Ça, c'est la première programmation spécifique à ce mois du patrimoine, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Alors, on profite de ce mois pour un peu rassembler. On a une belle image de Momo aussi. C'est Yabahjati. Yabahjati, voilà. Là, il est en train de déclamer en principe un très beau poème dédié à la Casbah et à Alger. Il questionne toujours Bahjati. Il s'adresse toujours à la Casbah et il raconte la beauté de la Casbah d'une manière extraordinaire. Voilà, d'ailleurs le public l'a découvert pour la première fois. Je ne parle pas des habitants de la Casbah et des habitants d'Alger, mais les Algériens de manière générale ont découvert à travers Yahya Hadidou. Exact. Donc ce film qu'il a mis en avant. Et donc on avait ce personnage insolite qui déclamait un poème un peu extraordinaire. Exact, et qu'on prenait pour fou, mais il disait des vérités. Absolument, absolument. Donc voilà, on revient donc à cette programmation. Première journée donc importante de ce mois du patrimoine, on l'a vu, c'est l'hommage à Momo, donc Himoud Brahimi. Et puis il y a une autre journée qui est consacrée à l'enfance, il me semble. À la fin du mois du patrimoine, mais avant, on organise une journée. Voilà. Pardon? Voilà, c'était un cri particulier, celui de Himoud Brahimi, donc alias Momo, Allah yarhamou. Donc voilà, oui, donc la seconde manifestation, ce sera le 4 mai prochain. Oui, pour rassembler un peu les spécialistes des musées nationaux et pour discuter autour de l'inventaire, de cette procédure, de l'importance de l'inventaire, des objets qui accèdent au musée et quel est le circuit de l'objet dans le musée jusqu'à l'intégrer aux collections muséales et même à son inscription au patrimoine national. Donc ça serait une grande discussion autour de ça et nous invitons des professionnels de différents musées. Donc un espace ouvert aux professionnels. Et au public, bien sûr. Et au public aussi, donc désirant en connaître ces petites spécificités quant à la conservation des objets muséaux et leur cheminement. Donc, nous tenions à cette journée parce que, comme vous disiez, nous sommes un musée encore jeune. Et donc, acquérir cette expérience qui
qui a été déjà acquise par les autres musées, c'est très important pour nous. Et donc parler de cette action, parce qu'il ne suffit pas de mettre un numéro à un objet pour dire qu'il est inventorié, mais aussi de reconnaître sa valeur historique, sa valeur culturelle, et comment cette procédure se fait pour l'intégrer à une collection muséale. Absolument, voilà. Absolument. Donc, c'est dire un petit peu l'intérêt que vous portez à tout ce qui relève de la conservation et de l'inventaire de ces objets qui sont précieux et qui racontent notre histoire. Parce que l'objet, quand il est dans un musée, il doit aussi être conservé, que ses valeurs soient conservées durant toute sa vie, pour nous et pour les générations futures. Et puis, bien sûr, pour gérer ces aspects, il y a aussi cette réglementation d'accompagnement. Alors oui, et nous organisons une autre journée de rencontre, une rencontre autour de la réglementation, mais cette fois-ci pour la protection du patrimoine subaquatique. L'Algérie a ratifié une convention pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. Donc on réunit un peu les hommes de loi qui ont travaillé sur cette réglementation pour en parler, pour en tirer des recommandations. Oui, c'est vrai que on connaît ce qui est la partie visible de l'iceberg, comme on dit, mais la partie invisible est très riche en matière justement d'inventaire, d'objets muséaux ou d'éléments muséaux, donc très intéressants, qui pourraient par la suite révéler des histoires. Ce sont toutes ces épaves, tous ces canons aussi parsemés ici et là. Alors, le musée, dans l'équipe du musée, nous avons des archéologues plongeurs qui ont fait une formation et qui plongent et qui ont travaillé sur plusieurs épaves de notre côte, notamment, comme vous le savez, les canons de Cherchel. Et nous avons procédé à l'inventaire de ces canons, d'un relevé. Nous avons réalisé un relevé de l'épave qui est sous l'eau. Et ça a été un moment très, très fort du musée. Nous avons aussi travaillé sur une épave qui comportait des meules en pierre et qui se trouve à Tamanfoust. Et nous avons découvert 10 meules qui devaient être sûrement exportées par le navire et qui avaient échoué, qui a laissé ces meules sur place. Et c'est un très joli site, en plus qui est à quelques mètres de la plage, donc on peut y plonger, le visiter sans matériel. Et nombreux sont les musées qui recèlent justement des amphores qui remontent à l'Antiquité, qui racontent un peu l'histoire des échanges commerciaux dans la mer Méditerranée. Et Dieu sait que la flotte algérienne avait son poids dans cette mer Méditerranée. Et d'où un petit peu l'importance de ce que racontent ces épaves, effectivement. Oui. L'amphore est un indice révélateur. C'est vrai que c'était le conteneur de la période antique. Grâce à cet amphore, on peut savoir où elle a été faite, où elle a été fabriquée et qu'est-ce qu'elle comportait et où elle allait. Absolument. Voilà. En tout cas, le regard des enfants, vous donnerez de l'importance au regard des enfants à la fin de ce mois de patrimoine. Et c'est avec cette idée qu'on va clore cette rencontre ce matin. Alors, on organise une exposition des travaux d'enfants. On a appelé ça Turatina bi Aidi Atfalina. Donc, ce sont tous les objets qui ont été produits par les enfants avec un peu leur imagination depuis qu'on organise des ateliers. Et c'est une manière ludique de présenter notre patrimoine. Oui, absolument, avec des regards d'une grande naïveté. Oui, des couleurs inattendues, des formes inattendues, et puis qui prouve que l'enfant non seulement peut-être a mimé, mais aussi a donné de son imagination dans cet objet-là. Et il l'a ressenti surtout. Il l'a ressenti, il a compris, parce que quand il arrive, on lui explique à quoi sert l'objet, comment il a été fabriqué. Ensuite, on lui donne la matière et il fabrique
à sa manière. Merci infiniment. Merci. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Amel Mokrani. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice du Musée public national maritime d'Alger. Bon vent pour toutes ces belles initiatives. C'est le moins qu'on puisse vous dire. Et on vous souhaite de passer justement un bon mois du patrimoine, ainsi que tout l'ensemble de tous ceux qui travaillent dans nos musées. Donc, les musées sont ouverts durant ce mois. Profitez-en avec vos enfants. Allez-y en famille. Donc, c'est de 9h à 16h tous les jours. Exact. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. On va permettre justement, on a beaucoup parlé de ce musée, on va permettre aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin de le découvrir davantage à travers un reportage, un zoom, qui a été réalisé par Lamia Boudbouda. Et c'est parti. Le Musée national maritime d'Alger se situe au pied de la Casbah, dans les imposantes voûtes Khaireddin, construites en 1814 par Hadj Ali Pacha et qui ont servi d'atelier de réparation de la flotte sous la régence ottomane, avant que l'occupation française n'y installe des fours à pain pour leurs soldats. Docteur Amel Mokrani revient sur ce lieu chargé d'histoire. Nous sommes au sein de la voûte Khaireddin qui se trouve sur la jetée Khaireddin. Et ce monument n'a pas existé après une longue histoire, après avoir décidé de relier les îlots qui ont fait le nom d'Alger, le Jazair, le Djouzor, les îles. Quand Khaireddin Barbaros a décidé de relier ces îlots à Al-Jazair, à la Médina. Donc il a créé cette jetée, cette mythique jetée qui a aussi permis à Alger d'avoir son premier port, sa rade, son mouillage pour les navires. Donc oui, c'est chargé d'histoire. Et ensuite, plus tard, on renforce cette jetée par l'édification, par la construction de ce monument majestueux. Vous l'avez visité, et cette voûte Khaireddin, cette succession d'arcs et de voûtes d'une hauteur monumentale et qui sont impressionnantes. Les visiteurs du musée peuvent découvrir des outils utilisés dans la fabrication et la réparation des navires, des instruments de navigation et objets découverts dans les fonds marins. J'ai ramené mon fils et ma petite-fille, car à l'école, ils apprennent l'histoire et c'est mieux qu'ils aient une mémoire visuelle. Ça facilite l'apprentissage. C'est un acquis qui soit ouvert au public. C'est un acquis qui a des images, des restaurations. C'est encouragé, ça prend beaucoup de temps. Ça a été englouté pendant des siècles. Mais maintenant, ça commence à émerger, ça commence à voir le jour. C'est notre histoire et c'est notre mémoire. Alors, c'est à faire restaurer. On a besoin de ça. On a besoin de notre histoire. Remontant jusqu'aux périodes préhistoriques, antiques, médiévales et ottomanes, le musée œuvre à restituer la vie de l'homme depuis ses premiers contacts avec la Grande Bleue. Des élèves d'une école de langue de Blida font la visite. J'ai choisi ce musée parce qu'il est chargé d'histoire et de culture algérienne. J'ai voulu que les élèves de notre académie apprennent sur l'histoire de l'Algérie. Ce musée nous a donné un aperçu sur la flotte algérienne. Un lieu chargé d'histoire où vous pourriez faire la découverte de quelques maquettes de bateaux qui témoignent du génie créateur maritime algérien, à l'exemple du Chebek. Vous pourriez aussi découvrir les principaux sites de fouilles archéologiques subaquatiques. Nous avons aussi une partie qui est consacrée au patrimoine subaquatique. Donc tout ce patrimoine archéologique qui est enfoui sous les eaux algériennes et qui sont le miroir de notre histoire, qui explique notre passé, notre histoire avec la mer. Donc, sous l'eau, il y a des épaves, il y a des villes englouties, il y a tellement
On dit que la mer est le plus grand musée au monde. La mer conserve des trésors. On ne va pas dire des trésors, mais des objets qui reflètent notre histoire. Et le musée maritime a pris conscience de cette richesse, de ce potentiel, et a formé une équipe d'archéologues plongeurs en plongée sous-marine. Le musée national maritime d'Alger se veut un miroir fidèle du passé maritime glorieux d'El Jazeera, un lieu à visiter absolument. Et on revient au studio 7, le studio de Canal Algérie, avec l'arrivée de nos amis, donc qui rigolent. un fou rire à chaque fois quand ils arrivent, le trio d'enfer, effectivement. Donc Mariam, bonjour. Bonjour. Haïdek, On dit Boussia, non? On dit En fait, on est tous scotchés. On est scotchés. Il y a des choses techniques qu'on ne peut pas. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Djaoudet Guessouma, ça va? Ça va, لاباس صحة عيدكم. كاع لا فورمي تاع صحة عيدكم هذيك. كيفاش هذه؟ صحة عيدكم. عيدكم مبارك، تعيدوا وتزيدوا في حياتكم حياتكم تقبل منا منكم غفر لنا. زدنا. عرف نفسك من فضلك. نحكي يا غولينات. Bonjour Yazid, ça va? تشكرات، عيدكم مبارك، تشكرات. عيدك مبارك Yazid, كل عام وانت بخير. لاباس ça va. Un changement de look, et en plus des lunettes, hein, comme dirait Renaud, enlève. Si ça se trouve, il me regarde derrière. On sait aujourd'hui, je me suis, comment on dit, endimanché, c'est ça? Endimanché. Voilà, c'est dimanche quand même. Oui, tout à fait, bienvenue. Et puis c'est l'Aïd, le 3e jour. Très bien. Il ressemble à Yachar Kemal, l'écrivain turc. Ah, Mehmet le fou, voilà, Mehmet le mince. Mehmet le mince. Très bien. Yazid, donc vous venez chaque dimanche avec des coups de cœur. Oui, je suis venu avec des coups de cœur. À chaque fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez choisi? C'est toujours l'intelligence artificielle, toujours le chat GTP, mais ce n'est pas le chat GTP, c'est AGI, Artificial Intellectual, l'intelligence artificielle générale, en fait, c'est AGI, Artificial General Intelligence. C'est quoi? En fait, c'est un produit qui va faire face à ChatGTP, puisque le ChatGTP, c'est de générer un peu du texte d'une manière, c'est-à-dire, ça ne s'arrête pas. À chaque fois, il y a un dialogue, etc. Mais le AGI, en fait, il va travailler sur les résultats de Open intelligence artificielle, il va travailler sur ça et puis il va régénérer aussi du texte et c'est à l'infini en fait. Et c'est un japonais qui s'appelle Kawasaki, s'appelle Yohei Nakajima. Yohei Nakajima, c'est lui qui a mis sur pied ce produit qui est, enfin, il a été un petit peu. C'est l'initiateur. Oui, mais il a eu un coup de marketing au nom de Baby AGI. C'est un peu de marketing pour vendre, etc. Finalement, c'est une affaire de sous aussi. Et là, il dit que maintenant, ils vont être autonomes en fait. C'est une guerre en fait entre ces produits de l'intelligence artificielle et qui vont être autonomes. Il rappelle après pour dire que en fait, sans validation humaine, rien ne marche. Sinon, ça va être la pagaille. Oui, en fait, voilà ce qu'il raconte, etc. Ça va raccourcir énormément de chemin pour les créateurs, pour les personnes qui oui, ça reste l'éternelle question entre l'homme et la machine. Et la machine. Elle doit être au service de l'homme, mais non pas le contraire, sinon... En fait, la réalité a rejoint la fiction. La fiction, hein. On a vu plein de films qui abordaient ça. Dans la robotique, c'était des romans d'anticipation. Ils avaient beaucoup parlé de l'autonomie de la machine qui va avoir sa propre vie. Et nous y sommes. Hein, c'est l'ère justement de oui, en fait, toutes ces machines, etc., tout ce qu'on est en train de voir, toute cette révolution cybernétique, tout ça, etc., ça va demander de l'énergie, ça va être aussi un coût pour cette couche d'ozone qui est sur nos têtes. Et l'énergie solaire, les Algériens, ils en ont pensé. Deux Algériens, en fait, deux ingénieurs de Cherchel, ils ont mis sur pied carrément une station solaire pliable et mobile. En fait, c'est deux Jamal Bachiri et Jamal Fourdil, c'est des ingénieurs qui ont
qui ont breveté, donc à l'INAPI, ce prototype de voilà. Donc un kit modulable et il est de 32 000, 3,7 kW et le coût c'est 32 000 dinars en fait, mais ils attendent à ce que ce projet doit être une société qui va le commander pour pouvoir le mettre le passage à l'industrie. Et puis il est très utile, notamment dans les régions isolées, dans les champs gaziers qui sont isolés, en cas de catastrophe naturelle, et puis aussi pour les nomades, de bivouac. Pour bivouac, et puis pour les nomades aussi, et également pour en cas de catastrophe naturelle, et puis pour le pompage d'eau. Absolument. Pour le pompage d'eau, on a besoin de pompes à eau alimentées en énergie solaire. Donc en fait, voilà, il y a quand même quelqu'un qui a initié ce travail, ça fait bien longtemps, c'est notre ami de Bruxelles, Abdelrahman Abban, qui a initié ce qu'on appelle la valise solaire. On a reçu plusieurs fois sur ce qui est du côté de Valenciennes et puis de Bruxelles, etc., qui a déjà breveté en Allemagne cette valise solaire. Effectivement. Direction en Chine, donc il y a l'équipe algérienne qui a élu domicile du côté de Pékin et de Shenzhen pour participer à Tech for Startup. Donc Sprint, ils vont un petit peu représenter notre pays dans le domaine de l'innovation, puisqu'ils ont eu ce concours de Huawei, concours international de Huawei. Donc ils vont participer, vont y aller à Shenzhen, qui est l'une des plaques tournantes. On les voit justement à l'antenne, cette belle petite équipe, une belle brochette. Donc je pense qu'ils vont rentrer aujourd'hui parce qu'ils sont partis le 17, ils reviennent le 23, marhaba bikum, et saha aidkom. Direction, je pense, du côté de musée du Bardo, parce qu'en fait, hier, c'était l'anniversaire de l'assassinat du Moudjahed Malki Mohamed, qui a été assassiné le 22 avril 1962. Dans la cité Porte-le-Nom, d'ailleurs. Voilà, avant c'était les Allobroges, et après, la cité a été baptisée au nom de Malki Mohamed. Et ce qui est bien, c'est qu'une recherche sur la préhistoire porte le nom de Malki Mohamed. C'est un site préhistorique du côté de la cité Malki qui a été fouillé, je pense, juste après, au début de 1962. Et c'est les grands préhistoriens Hadjouis et Bakhtash et Heinzmann qui ont travaillé, qui ont prospecté et fouillé du côté d'un bâtiment où là ils ont trouvé une brèche. Cette brèche, ils l'ont carrément, elle est au niveau, on la voit, elle est au niveau du musée, à l'entrée du musée Bardo. Et là, donc, dans cette brèche, il y a eu quand même beaucoup de fossiles, de rhinocéros, de bovidés, d'équidés, et c'était le site attérien des Allobroges, attérien par rapport à Berl-Ater, qui est l'un des sites les plus anciens, et c'est la Pléistocène moyen, c'est 40 000 ans avant notre ère. 40 000 ans avant notre ère. Il faut quand même, monsieur Hachi, il faut quand même la baptiser, au moins une petite... oui, voilà. Oui. Et en fait, cette recherche qui concerne le cheval barbe, on voit une vidéo sur Internet que Omasip reprend, etc., où elle parle de ce lieu où ce cheval barbe, ses origines sont de l'Afrique du Nord, ils sont des Allobroges et de la cité Malki. Et Malkiensis, c'est ce cheval barbe qui a honoré la mémoire de ce Moudjahed qui a, quand la science et le patriotisme fusionnent, ça donne ce Malki. Et ainsi, Allah yarham shuhada, Allah yarham tous ces martyrs tombés au champ d'honneur et sous les balles assassines de l'OAS, parce que juste avant, c'était Mouloud de Pharaon et ses compagnons qui ont été assassinés le 15 mars 1962. Et voilà, donc j'ai terminé jusque la dernière fois pour le générique de fin. On a choisi une chanson et puis personne n'a dit rien. Et moi, je savais, mais j'ai oublié de le dire et je me suis dit, je vais me rattraper. D'accord. Je vais me rattraper. Nous allons écouter juste un petit extrait pour dire que Cheikh El Hasnaoui a chanté en fait Inès Madiès.
c'est une chanson sur l'exil, et puis elle a été reprise par cette chanson par Kheloui El Wennes qui a chanté avec un groupe d'Espagnols. Donc c'est une petite fusion un peu à la world music. Donc il y a deux ces grands chanteurs là, de la musique algérienne. Qui lui appartenait, donc un hommage à Cheikh Hasnaoui justement. À c'était présent, une petite touchia, je pense, pour le générique de fin, on va réécouter en fait. On va réécouter à la fin de l'émission justement notre extrait. Touchia, n'est-ce pas? Oui, un très beau phrasé de bonjour. Absolument, absolument. Donc c'est bien sûr, on vient de là. Ben oui, Douakeno, Douaken Tchalak l'Ariel. Les épicuriens du Chabir. C'est une famille de mélomanes. Il y a même un chanteur connu dans la famille de Jawdet Guessouma ici présent. Deux chanteurs. Mohamed Sergoua. Et un peintre. Et tous les autres sont en Drebki. Il n'y a pas de problème. Question rythme, on est. Et puis toutes les femmes, elles chantent avec Gerwabi. Elles ont tout le répertoire. C'est incroyable. Je ne sais pas comment elles ont fait. Oui, non, mais elles sont faciles. C'est une famille de mélomanes. C'est dans le sang, comme le dit. C'est dans les veines, comme le disait à l'instant Yazid. Donc, on vient à vous, Jawdet, pour parler justement de deux auteurs ce matin, donc Abou Samra entre autres. Oui, et aussi Khaled Naili. Et là, donc, juste avant, on va un peu évoquer le salon du livre Hassib Mbouali pour sa 3e édition qui va se tenir à Chlef. Donc c'est un salon qui est très couru. Donc cette année, il est dédié aux femmes avec le slogan Femmes et éducation, la lutte permanente pour le progrès et la dignité. Donc cette année, il y a le ministère des Moudjahidines, des anciens et des Chouhada. Il y a le CRASC d'Oran qui va participer, il y a le CNRPH aussi, et donc les presses du Chélif organisent donc ce salon qui va être dédié donc aux femmes, au progrès et tout ça, et qui vont évoquer aussi les femmes moudjahidettes. Il y a aussi les écritures sur l'histoire. Il y aura beaucoup d'ateliers pour les enfants. C'est pour ça qu'il porte le nom de Hassib Mbouali. Voilà, Hassib Mbouali, l'université de Chlef porte le nom de Hassib Mbouali. Donc évidemment avec la participation de l'université de Chlef. Donc ça sera du 1er au 4 mai avec un hommage aux Moudjahida, les sœurs Bedj, Hassib Mbouali, les cousines Adidou, la défunte Moudjahida Tamani Bettash, et beaucoup d'autres shahidat et mujahidat qui ont marqué aussi l'histoire à travers l'écriture et tout. Donc voilà, donc il y a bien sûr beaucoup d'éditeurs nationaux tout, qui seront présents. Et c'est donc un salon très couru, donc du 1er au 4 mai prochain, voilà. Tout le monde est convié à la maison de la culture de Chlef. Puis après un petit voyage vers ces terres sacrées de Palestine, à travers un livre de Omar Abou Samra, qui est ingénieur chimiste, qui vit actuellement à Istanbul, qui a étudié la chimie, et il est natif de Haïfa, en Palestine occupée. Et donc, l'Ashjar al-Oula, les premiers arbres, est un roman il est à paraître, donc ça c'est en exclusivité qu'on l'a eu quand même. Il commence à nous faire confiance, les éditeurs. C'est très bien. Donc, il nous présente.
Voilà, Ashjar al-Oula est un roman qui commence dans l'acte fondateur, est à la Nakba. Il parle de Nadia al-Faour, qui était la grand-mère de Omar Abu Samra, parce que là on devine, parce que ça se passe à Haïfa, et donc c'est à la Nakba, à la fin des années 40, 1940, en 1948, où les Israéliens, l'entité sioniste, va occuper cette ville et elle va vouloir accaparer la maison de cette Nadia al-Faour. Et ça va être un acte fondateur parce que Nadia al-Faour va refuser de donner l'acte de propriété de sa maison. Et elle sera donc tuée par une organisation terroriste, la Haganah, qui a commencé à terroriser les Palestiniens, plus la spéculation foncière. Qui était beaucoup composée de femmes, ce qui est très, très, très bizarre, de femmes hyper violentes, qui maniaient le poignard comme... c'est incroyable. Donc, la Haganah était faite de sorte, pas de mercenaires, mais de soldats vraiment, de militaires qui maniaient la violence et qui expatriaient justement les villages, qui enlevaient, ils n'expatriaient pas, c'est-à-dire ils éliminaient carrément les autochtones. Ils chassaient carrément et tuaient quasiment les occupants originels, et ils réoccupaient ce village avec l'incursion d'une autre histoire. Et donc Omar Abu Samra a des extraits de cette histoire et il les décline à travers un monologue. Donc son roman est fait et décliné les premiers arbres. Ashjar al-Oula, aux éditions Hachette, va décliner un monologue qui est interrompu par sa discussion avec un soldat israélien. C'est vraiment une manière de décrire toute cette histoire et va nous faire une saga de cette fameuse Nakba à nos jours. Puisque jamais cette maison n'a appartenu aux Israéliens en fait. Absolument. Puisque l'acte de propriété, elle ne leur a jamais donné Nadia al-Faour, qui est devenue par la suite une héroïne. Donc voilà, donc c'est vraiment à lire, je pense qu'il va être très intéressant. Donc ici. Une autre saga, celle de Khaled Naïli. Et donc oui, après on a aussi encore en exclusivité, ça fait plaisir, Dar Othmania qui nous ont confié un livre. Mais là, j'ai un peu triché parce que je me suis rappelé d'une petite anecdote. Vous verrez probablement à l'image que Les chemins inattendus est le nouveau roman de Khaled Naïli. Khaled Naïli est un jeune biologiste très curieux des choses et tout, et qui nous a fait un superbe premier livre qui s'appelait Et la mer nous emportera, qui parlait de la présence espagnole. Il y a un indice sur la couverture du livre. Je remercie d'ailleurs l'éditeur pour ça et l'écrivain pour sa générosité et son partage. J'ai préfacé le livre, donc. D'accord. Donc j'ai un peu triché. Aujourd'hui, on est en train un peu de se faire un peu d'auto. Qui a fait la préface? J'ai pas deviné. D'autopromotion. On va essayer. Et c'est donc une écriture toute mimounienne. Donc je disais que Khaled Naïli avait fait Et la mer nous emportera, qui est une saga de la présence, pendant la présence espagnole en Algérie, après la présence ottomane. Il a fait une saga, mais alors là, magnifique. Magnifique parce qu'il est dans une écriture vraiment très colorée, très forte, très puissante, où il décrit ça, et il a une très belle histoire d'amour. Et l'histoire d'un raïs imaginaire, mais vraiment accolé à la réalité de l'histoire. Et donc vraiment génial. Là, il est revenu avec une histoire très contemporaine. Donc je disais que c'est une écriture mimounienne, empreinte de sensibilité et de pertinence. L'écrivain nous mène par les yeux à une séance anthropique dans la ruralité glaçante des années rouges. C'est-à-dire que lui, il va faire une saga de deux personnages. Des personnages qui sont Samir et Malek, et ces personnages qui sont universitaires, il va nous faire cette saga dans Des chemins inattendus, qui est paru aux éditions Othmania,
Et c'est vraiment une histoire sur l'Algérie contemporaine, un passage comme ça, vraiment très à découvrir. Fort. À découvrir, c'est aux éditions Atmania, le livre est sorti et va être bientôt diffusé. Chez les bons libraires. Donc oui, partout en général, Atmania est aussi diffuseur, donc voilà. Donc des chemins inattendus. Maryam est très intéressée. Oui, je vous l'offrirai parce que j'ai des exemplaires un peu gratuits. Ah oui, c'est le Il n'y a pas de souci, je vous le dédicace. Mais vraiment excellente lecture. Et qu'est-ce que vous aurez à offrir, Maryam, en échange? En échange. Peut-être quelques cours de jardinage si tu as la main verte. Oui, oui. Non, j'ai la main verte, il n'y a pas de... Ah ben d'accord. Ah ben c'est pas mon cas. C'est pas grave, je t'avais dit aussi quelque chose. On va négocier. Très bien. Aujourd'hui, Maryam, vous vous intéressez à un condiment qui est crucial pour tous les mets. Et oui, crucial, exactement, dans pratiquement toute la cuisine méditerranéenne et autres. Et ce n'est que l'ail, en fait. Cet ail que nous retrouvons en ce moment sur le marché, c'est la pleine saison de l'ail. Mais en fait, à ton avis, pourquoi j'en parle? Ah, ben ça, c'est la question que je devrais moi poser. D'accord. On va inverser les rôles. On inverse. Alors, pourquoi l'ail aujourd'hui? Eh bien, pourquoi l'ail? C'est pas parce qu'en fait, ça fait fuir les vampires, absolument pas. Mais plutôt parce que, en fait, on sait très bien qu'on est au 3e jour de l'Aïd, qu'on a fait toutes sortes d'excès. Tout le monde a commencé par moi. Donc, gras, sucre, surtout sucre en particulier. Donc, on s'est donné on s'est jeté sur les gâteaux et tout ce qui s'ensuit. Et je parle de l'ail parce qu'en fait, c'est un excellent aliment pour faire baisser le taux de glycémie dans le sang. Voilà. Il est connu depuis la nuit des temps. Il y a à peu près 5000 ans déjà, on avait découvert tous les bienfaits de l'ail, puisqu'on a retrouvé la plus ancienne recette de cuisine contenait 2 gousses d'ail. Donc c'est dire qu'il y a très longtemps qu'on a découvert quelle recette? Je crois que ça devait être une espèce de du garum. Du garum. T-shirtis, métitus. Métitus. D'accord. Voilà, ça devait être à peu près ça. Donc j'en parle pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la pleine saison, c'est le moment de ne pas l'acheter, à condition. Pourquoi je dis de ne pas l'acheter? Parce que ce n'est pas encore le moment d'acheter l'aoula, c'est-à-dire cet ail qu'on va garder pendant plusieurs mois. On va le mettre à l'ombre, à l'abri de l'humidité et tout. Là, en ce moment, c'est le moment de le consommer comme ça, en fait, frais. Pourquoi? Parce qu'en fait, son goût n'est pas aussi fort que quand il est séché. Il est gorgé d'eau, donc il a une toute autre saveur que quand il est séché et que ça fait déjà quelques mois qu'on l'a ramassé. Donc voilà pour ce côté-là. Donc profitez de le mettre un peu partout, de le cuisiner et bien entendu. Un hypotenseur aussi, paraît-il. Un hypotenseur, exactement. Un hypotenseur, il fait baisser aussi. Donc on dit le mauvais cholestérol, mais en fait il participe à faire baisser le taux de cholestérol aussi dans le sang. En fait, l'ail, au départ, quand il a été découvert, c'était plutôt pour ses vertus médicinales que pour ses vertus, on va dire, culinaires et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce condiment a d'abord été un médoc, un médicament, donc avec quoi on soignait beaucoup de maux, puisqu'on sait très bien qu'on soigne plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a par exemple des espèces de petites maladies, comme par exemple la teigne, comme par exemple la pelade. On sait très bien que, en fait, les résultats sont excellents. Les vieux remèdes de grand-mère, prendre de l'ail rouge, frotter sur les parties où les verrues, la légende. Pour le cuir chevelure. Moi, je l'ai essayé, mais ça n'a rien donné. On a dit teigne et pelade. On n'a pas dit pelade. Elle n'a pas dit pelade. Je passais mon temps à presser sur mon crâne, mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné. Tu sentais juste la récupéré sur les moustaches quand même. Pour la moustache, oui, peut-être. T'es bien gâté, ça va. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, débarrassé du coiffeur, débarrassé de tout. Mais là, il y a un petit coupé finement dans une salade de tomates avec un peu d'huile d'olive et vinaigre. C'est excellent pour la santé. C'est terrible. Merci, chef, merci. Ça règle. Recette de la grand-mère. Ça règle aussi les problèmes de rythme cardiaque. Rythme cardiaque, effectivement, c'est bon aussi pour tout ce qui est. En fait, bon, ça donne quand même un peu des ballonnements. Bah, après ça, on peut le régler en prenant des tisanes à côté. Voilà, on ne va pas se priver de là juste à cause des petits soucis. Non, les bienfaits sont plus que voilà. Et en fait, le dernier petit détail dont je voudrais parler, c'est en fait qu'on peut avoir un petit peu d'ail à la maison en permanence. Bien entendu, pas les gousses, on ne va pas utiliser les gousses, mais en fait, on prendra juste quelques gousses qu'on mettra dans un petit pot à la fenêtre dans
dans la cuisine. Et en fait, quand on arrosera généreusement, ce qui ira, c'est qu'on aura toujours des tiges d'ail qu'on pourra utiliser. Comme tu l'as dit, quand on en aura envie, c'est beaucoup plus doux. C'est clair que la gousse en elle-même. Donc en permanence, à chaque fois qu'on coupera les petites tiges, voilà, ça va germer. Et donc au bout de 15 jours, 3 semaines, on aura toujours... On aura quand même un petit... Bien entendu, on aura le bulbe, mais en fait, le bulbe ne sera pas très important. Mais il ne fait pas bon ménage avec l'oignon, non? Si, généralement, si. Toi, des fois, tu peux, dans certains mets, on cuisine avec les deux. Et après, on rajoute toujours de l'ail pour affiner le goût. Voilà. Moi, je pensais que c'était au jardin. Bon, si c'est au jardin, on pouvait se contenter de l'ail, non? Il peut y avoir des recettes exclusivement faites avec de l'ail. Il peut y avoir l'inverse. Généralement, toutes les sauces blanches, que ce soit dans la cuisine algéroise, c'est toujours l'oignon qui est pas l'ail. Beaucoup moins l'ail, effectivement, dans la cuisine algéroise. Beaucoup plus l'oignon que l'ail. Donc voilà, on peut avoir ça dans nos cuisines. On peut avoir en permanence des tiges d'ail qu'on coupera dans nos salades, qu'on utilisera, on va dire, au gré de nos envies. Voilà, sans aller, on va dire, le chercher, essayer de trouver donc cet ail-là. Il vient d'où l'ail? En fait, elles sont très controversées, l'origine de l'ail. Certains disent que c'est à l'époque de Christophe Colomb qu'il a été ramené d'Amérique latine. D'autres qui te disent non, en fait, ça vient plutôt d'Asie, où déjà on avait trouvé des traces. Une chose est sûre, chez les pharaons, il y a 5000 ans, il était là et on l'utilisait déjà. Voilà. Merci infiniment, les amis. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. On avait promis un extrait de Cheikh Hasnaoui tout à l'heure et on va l'écouter, bien sûr, pour finir cette émission, bien sûr.